Notre voyage commence dans le plus improbable des endroits. 19e siècle, Saint-Pétersbourg. À son entrée, les saints hors de la cathédrale. La ville est froide, les brumes matinales se dissipent à l'approche du soleil, et nos bottes sont couvertes de boue. Nous sommes en 1860, et si Saint-Pétersbourg se dresse royal et fier, ses habitants sont introuvables. C'est calme, trop calme. La population de Saint-Pétersbourg dans les années 1860 était, nous dit-on, d'environ 500 000 personnes, et pourtant, il n'y a pas une âme en vue. Où sont-ils tous passés? L'ombre longue de la colonne Alexandre nous donne un indice sur l'heure à laquelle le soleil passe au-dessus de cette région. Les ombres longues ne se produisent que le matin ou le soir. Ce doit être le matin, mais il semble que personne n'ait encore fait surface. Si nous parcourons 643 km jusqu'à Moscou, nous voyons la même chose. Des rues vides et calmes. En 1860, Moscou partageait une population similaire à celle de Saint-Pétersbourg, environ 500 000 citoyens. Mais là encore, où sont-ils tous passés? Qu'en est-il du reste du monde à cette époque? Édimbourg, Écosse, année 1840. Copenhague, Danemark, année 1840. Dresde, Allemagne, année 1860. Rio au Brésil, année 1860. Toronto, Canada, année 1860. Athènes en Grèce, année 1860. Et puis Londres, enfin, des gens. Que dire de Paris? Des gens, la vie. La première photographie, nous dit-on, a été créée en 1822. L'art de la photographie s'appuie sur des méthodes de juxtaposition, de comparaison et de contraste pour délivrer messages et sentiments. Dans ces photographies anciennes, nous ne trouvons pas les mêmes techniques délibérées de juxtaposition que les photographes contemporains utilisent dans leur art, mais plutôt les contrastes naturels qui sont si importants et centraux pour naviguer dans notre histoire trompeuse. Le contraste est un phénomène naturel ou artificiel, dans lequel la signification est générée et transmise par la comparaison de deux éléments opposés. Lorsque l'on observe la Russie des années 1860, le contraste est immédiat entre l'absence de population et la taille de ces villes. Même au XIXe siècle, Moscou et Saint-Pétersbourg sont énormes. Les infrastructures que l'on peut voir sur les photographies pourraient contenir une population de plusieurs millions d'habitants. Pourquoi ces villes sont-elles si vastes si la population n'était que de 500 000 personnes dans chacune d'elles? De plus, le récit officiel nous donne une population qui augmente de façon linéaire à partir de 1764. Beaucoup des bâtiments que nous voyons ici ont été construits des années avant que la photo ne soit prise. Les rues sont-ils simplement planifiées bien à l'avance? Mais c'est lorsque la population est introduite dans ces photographies qu'un nouveau contraste émerge, stupéfiant. C'est entre les gens et l'environnement lui-même.
Cela peut être dû à la réduction du nombre de personnes ou à la monochromie des images en noir et blanc, mais elles nous présentent quelque chose que nous avons côtoyé toute notre vie, sans jamais y prêter attention, c'est-à-dire l'énormité et l'impossibilité de l'architecture. Au cours de notre endoctrinement à l'école, on nous montre rarement de vieilles photographies des grandes villes disséminées dans notre monde plat. Et peut-être pour une bonne raison. Car lorsque nous marinons sur des images comme celle-ci, et que l'on nous présente la preuve visuelle d'un peuple victorien très primitif, parsemé comme des sauterelles dans l'ombre de la plus magnifique architecture, grandiose et brillante qu'un être humain puisse jamais imaginer, nous commençons à avoir des doutes. En effet, comment ont-ils construit ça?